Bien. Alors, il est vrai qu'il y a un déficit de personnel dans la justice. Vous savez, semble-t-il, nous sommes 16 millions et 17 millions de Sénégalais. Nous sommes 520 magistrats. Cela est un fait. Donc, déjà, ce chiffre-là vous donne une idée sur le travail immense qui est abattu au niveau des juridictions. 16 millions pour 520. Alors, on parle des longues... Parce que quand on parle de longue détention, ça concerne les cabinets d'instruction. Parce que le procureur de la République, quand il saisit directement le tribunal, c'est la voie de la flagrance. Il n'y a pas de longue détention en matière de flagrance, il n'y en a pas. Devant le tribunal, quand il s'agit de condamnation, on ne peut pas parler de longue détention parce que là, la peine est déjà prononcée. Quand on parle de détention, c'est devant le juge d'instruction. C'est là où c'est provisoire. Maintenant, dans quelles conditions travaille le juge d'instruction? Ces derniers temps, une réforme a eu lieu. On a limité la durée de validité du mandat de dépôt en matière correctionnelle, je dis bien correctionnelle, pas en matière criminelle, en matière correctionnelle à 6 mois. Parce qu'il y a une petite confusion que les gens font entre la matière correctionnelle et la matière criminelle. Pour le correctionnel, la durée du mandat de dépôt est de 6 mois. Pour le criminel, il n'y a pas de durée. Donc, si vous avez un juge d'instruction qui se retrouve avec 400 dossiers dans un cabinet, mais comment peut-il être à jour dans la gestion de toutes ces procédures? Et dans quelles conditions travaille-t-il? Parce qu'à un moment donné, il faut aller chercher aussi la cause à la racine. Dans quelles conditions travaille le juge d'instruction et avec combien de dossiers travaille-t-il? Vous savez, bon, la justice, on nous dit qu'on est un peu répressif, mais je vais vous dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de détention, mais est-ce que ça intéresse aussi les gens de savoir combien de personnes poursuivies ont été libérées? Combien de peines avec sursis ont été prononcées? Combien de libertés provisoires un juge d'instruction accorde? On parle beaucoup de détention, c'est vrai, mais par rapport à notre saisine, la justice sénégalaise, elle est humaine. Ça, je vous le dis clairement. Elle est une justice humaine. Maintenant, les conditions de détention et autres, ça, c'est pas nous. Ça, il y va de la responsabilité des pouvoirs publics. C'est pas nous. La gestion des maisons d'arrêt, c'est pas la justice. C'est pas nous. C'est pas les magistrats, non. Donc voilà, grosso modo, ce que je veux. Et ensuite, vous savez, depuis la disparition de la cour d'assises, depuis cette disparition et l'apparition des chambres criminelles au niveau des juridictions de grande instance et des cours d'appel, je dis, beaucoup de dossiers criminels sont en train d'être jugés. Mais dès l'instant qu'il y a jugement, dès l'instant qu'il y a peine, on ne peut plus parler de détention provisoire ou préventive. Là, on est dans l'exécution des peines. Bonsoir. Je voudrais, ma première question est sur l'affaire des listes rejetées. On a vu que tout à l'heure, vous avez parlé de procès-verbaux. Alors, vous ne pensez pas que, concernant les listes qui ont été rejetées au niveau des régions et dans différentes communes, est-ce que vous ne pensez pas que vous devriez être dans le contrôle des deux, au lieu de défendre les procès-verbaux pour maintenir cette affaire? Je vais revenir sur ma deuxième question. Tout à l'heure, vous avez parlé d'équité. On a vu que sur le cas de Kilifeu, il n'y a pas eu d'équité parce qu'on a vu des gens qui ont commis des délits beaucoup plus graves, ils sont en liberté alors qu'il est toujours incarcéré. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que d'abord, au lieu de parler de justice, est-ce que vous ne devriez pas parler d'abord d'équité? Parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'inégalités dans beaucoup d'affaires de la justice. Bien, alors, je suis à l'aise pour vous répondre parce que je vais vous rappeler un principe simple qui gouverne le procès pénal, c'est que la responsabilité pénale, elle est personnelle. La responsabilité pénale, elle est personnelle. Vous pouvez être poursuivi en même temps que plusieurs personnes dans la même procédure. Toutes ces personnes peuvent bénéficier de liberté provisoire sauf vous. Cela dépend de votre responsabilité, cela dépend de ce qu'on vous reproche. Ce n'est pas une obligation pour le magistrat instructeur. Parce qu'il a libéré quelqu'un, il n'y a pas de solidarité en termes de liberté provisoire. Il faut que l'on se comprenne. C'est laissé à l'appréciation
du magistrat instructeur. Ce n'est pas lié à un nom, c'est lié à un seul fait. Qu'est-ce qu'on vous reproche? Quelle est la gravité de ça? Quel est votre degré d'implication? Cette responsabilité, elle est personnelle, elle n'est pas collective. On parle de la matière pénale. Chacun a sa responsabilité, même si vous êtes dans le même dossier. Vous voulez apporter cette clarification parce que ça concerne toutes les procédures traitées. Même dossier ne signifie pas même sort. Ça dépend de la responsabilité de chacun. Maintenant, il appartient au juge d'instruction et au procureur concerné de statuer sur le sort de chacun. Par rapport à votre première question, vous avez dit, parce que nous nous limitons à jouer le rôle que la loi nous donne. Dans un premier temps, c'est les préfets qui devaient jouer leur rôle. Ils l'ont fait, ils ont rendu des décisions. Ceux qui n'étaient pas satisfaits par ces décisions ont saisi les juridictions compétentes, à savoir les cours d'appel. C'est ce que prévoit le code électoral. Les cours d'appel ont également rendu des décisions. Ceux qui ne sont pas satisfaits ont saisi la Cour suprême. C'est ce que prévoit le code électoral. Nous nous limitons à jouer le rôle qu'on nous donne. Parce qu'en amont, c'est l'autorité administrative qui joue son rôle. Tout le reste concerne maintenant le judiciaire. Voilà ce que je peux répondre par rapport à cette question. Je ne vous entends pas. L'affaire Kilifeu. Mais vous avez le micro, s'il vous plaît. Donc, il a déjà posé la question. Voilà, d'accord. Bonjour, moi c'est Ousmane Ba, journaliste à la CTV. Bon, vous avez répondu à plusieurs des questions que j'avais. Juste une, c'est par rapport à la communication. Vous l'avez dit, la justice sénégalaise est victime de beaucoup de calomnies de la part du Sénégalais qui jugent que notre justice n'est plus indépendante qu'il y a Yona Gitcheng, on a entendu ces slogans. Et vous avez dit que la justice ne peut pas tout le temps répondre. Je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre de communication dans ce cas-là? Parce que les Sénégalais ont besoin de savoir ce qu'il en est. Quand on dit quelque part que la justice elle est pas indépendante et que les agents de la justice ne peuvent pas répondre, quelle est la responsabilité des magistrats ou de l'UMS dans cette affaire-là? Parce que les Sénégalais ont besoin de savoir pour ne pas être embarqués ou bien pour ne pas être manipulés par-ci et par-là, par des slogans ou par des calomnies. Bien, je remercie M. Ba. En fait, déjà, pour préciser, que la justice, ce n'est pas une affaire de slogans. Vous savez, les slogans intéressent d'autres entités. Nous raisonnons sur la base de textes de loi. J'ai parlé tout à l'heure, effectivement, de notre déficit de communication. Vous voyez, la façon dont les choses se passent actuellement, parce que chaque semaine, il y a une sortie contre la justice. Parce que toute la communication qui tourne autour de la justice, elle est négative. Il faut se dire la vérité. Et pourquoi tout ça? Pourquoi en est-on arrivé à cela? Parce qu'en face, on ne répond pas. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argument. On en a. Mais je dis, de par notre obligation professionnelle, on nous dit, si vous répondez dans le cadre d'une procédure dont vous êtes saisi, faites-le dans les motifs de vos décisions. On a été formé pour répondre dans les motifs de nos décisions. Et je suis persuadé que plusieurs personnes qui nous critiquent ne savent même pas lire une décision de justice. Parce que les motifs, il faut savoir ce que c'est également. Il faut savoir, c'est ça la motivation. Pourquoi le juge a rendu telle décision? Lisez ces motifs. En dehors des procédures dont nous sommes saisis, il y a que quand une personne est intéressée par un débat, quand cette personne verse dans la communication à outrance, mais elle ne dit que ce qui peut l'arranger. C'est aussi ça la réalité. Est-ce que cette personne a cette objectivité qui lui permet de faire la part des choses? La justice a ses règles de fonction. Reprocher au magistrat une illégalité. Quand on fait un reproche à un magistrat, c'est de se demander quelle loi a-t-il violé. Mais avec ces reproches-là, on voudrait comprendre quelle loi les juges violent-ils tout le temps. On nous soupçonne peut-être d'être, comme on le dit, instrumentalisé
bon, ça, je laisse ce terme-là à leurs auteurs. Nous, dans ce bureau, nous sommes composés de magistrats du siège et de parquet. La réalité du siège, mais aucun autre magistrat ne peut mieux la connaître que le juge lui-même. Personne n'est présent quand on nous donne des ordres, si ordre il y a. Personne n'est présent quand on nous met une pression, on nous accuse tout le temps. Je dis, les gens qui font ces accusations peuvent avoir leurs raisons et leurs preuves, mais des preuves, on les sort et on en discute, comme tout le monde. Mais il ne suffit pas de perdre un procès pour après dire, voilà, c'est parce que la justice est instrumentalisée. Chez nous, il n'y a pas de match nul. Il y aura toujours un gagnant et un perdant. Toujours. Vous savez, la vérité judiciaire, il faut que les gens le comprennent. Ce n'est pas une vérité absolue. C'est une vérité dite relative. Même si la décision est passée en force de chose jugée, c'est une vérité relative. Elle n'est pas absolue. Dans le procès pénal, puisque les gens s'intéressent beaucoup au pénal, mais qui a l'obligation de dire la vérité dans le procès pénal? C'est uniquement le témoin. Parce que lui prête serment. Le prévenu ne prête pas serment. La partie civile ne prête pas serment. Ces personnes ne sont pas obligées de nous dire la vérité. C'est à nous d'aller la chercher. C'est ça le fond de notre travail. Quand vous assistez à un procès pénal, un seul fait, une seule vérité, vous avez plusieurs versions. Pourquoi autant de versions pour une seule vérité? Parce que, quelque part, on ne la dit pas, la vérité. C'est le travail du juge maintenant, de par ses pouvoirs d'investigation, d'aller la chercher, la vérité. Une autre question? Ils ne nous accusent pas, nous, quand même. Bien. Est-ce que selon vous, d'une manière ou d'une autre, il y a quand même certains juges qui sont corrompus? La deuxième question, c'est est-ce que votre conférence de presse répond au mouvement Y en a marre qui entend quand même marcher pour la libération de la justice? Merci. La libération de la justice. On est enchaîné pour nous libérer. Bon, en fait, voilà, ce que je voudrais dire, c'est peut-être une coïncidence de calendrier, mais l'UMS n'a absolument rien à voir avec ce qui se fait dehors. Nous avions décidé de faire notre sortie avant les élections locales. Donc, nous n'avons pas le même calendrier que les autres. Il n'est même pas question pour nous de nous aligner à cela. C'est même pas pensable, même pas. Nous parlons de nous. D'accord? Nous parlons du fonctionnement de la justice. Si les autres maintenant ont des raisons de sortir, bon, ça ne nous concerne pas directement. Vous parlez de la corruption. Alors, celui qui a accusé le juge de corruption, est-ce que c'est un corrupteur, lui? Il a eu à corrompre un juge? Il était présent lorsqu'on corrompait un juge? Parce qu'aussi, il faut que les gens se posent ces questions-là. C'est facile, c'est bien facile d'accuser. Je dis, moi, je ne suis pas dans le secret de Dieu pour savoir ce qui se fait partout et en même temps. Je ne le sais pas. Comme quelque chose m'oblige également à avoir un peu de retenue quand je ne suis pas témoin de fait. La corruption, ça gangrène presque tous les secteurs. Mais quand on accuse quelqu'un, je crois que le minimum, c'est de rapporter la preuve de ces allégations. Voilà ce que je peux vous répondre. Mais ce n'est pas moi qui vais vous dire aujourd'hui que tel juge est corrompu, tel ne l'est pas. Non, ça, ce n'est pas mon rôle. Surtout que ça ne part que de simples allégations. Parce que quand on a accusé, est-ce qu'on a mis sur la table quelque chose? Est-ce qu'on a mis des faits par rapport à une procédure déterminée? Est-ce que ce monsieur qui accuse était présent? Quel rôle a-t-il joué dans cette corruption? Pour en parler. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, comme action pour dénoncer cela, à part l'écrire dans un livre? C'est bien facile.
Parce que n'importe qui peut être accusé de n'importe quoi dans cette société. Il faut des preuves. Nous sommes des citoyens comme les autres. Nous avons un pouvoir, c'est vrai. Mais quand même, quand on nous accuse, mais mettez-vous dans la situation de quelqu'un qui est accusé sans preuve et qui est jugé et condamné. Où sont les preuves? Où sont-elles? Voilà ce que j'avais à vous répondre. Ngor, oui. Qui avait interpellé Marabout après les informations. Il a été affecté à vous. Il avait saisi la justice. Tout récemment, ce dossier avait été évoqué devant la Cour suprême. À la surprise des avocats, ils ont trouvé le dossier raillé de terrorisme et le procès renvoyé s'il était. Est-ce que le nouveau bureau compte faire quelque chose pour soutenir le magistrat qui avait saisi à l'époque le président de l'UNS? La troisième question concerne, tout à l'heure vous avez dit, vous défendez les intérêts moraux et matériels des magistrats. Depuis presque 4 ans, voire même plus, les tribunaux de Fatick, Diourbel, Mbacké sont sous location. Certains avocats même dénoncent les conditions dans lesquelles les magistrats travaillent au niveau de ces tribunaux. Ils soutiennent souvent que ces tribunaux ne répondent pas aux normes prérequises, c'est-à-dire aux normes standards. Et pourtant, chaque année, ces tribunaux, la construction de ces tribunaux sont budgétisés et ne sont jamais exécutés. Est-ce que le nouveau bureau que vous dirigez aujourd'hui va faire quelque chose dans ce sens? Et la dernière question. Bon, bon, parce que... Alors, la première, c'était quoi? Alors, la présence du chef de l'État, en fait, je l'ai dit, vous savez, je dis, l'indépendance de la justice, c'est beaucoup plus que la présence du chef de l'État ou pas au Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est dans la prise de décision du juge. C'est-à-dire quand il juge, lui, il ne doit se préoccuper que de la loi. C'est-à-dire que moi, magistrat, quand je juge quelqu'un, quand je me préoccupe, moi, des conséquences de ma décision, mais attendez, je ne serai jamais moi-même indépendant dans ma tête. L'indépendance, ça se vit dans la justice. Je ne peux pas lier mon indépendance également à ce que je deviendrai demain, à quel poste j'occuperai demain. Voilà ce que je dis. Vous avez parlé de la présence du chef de l'État. Mais le chef de l'État, le conseil est composé de 19 membres ou 17. Mais le chef de l'État, à part le chef de l'État et le garde des Sceaux, mais tout le reste, c'est des magistrats. Il faut aussi comprendre que ce n'est pas l'image des autres fonctionnaires qu'un président vienne pour dire « j'amène un décret, je nomme quelqu'un ». Ça ne se passe pas comme ça. Nous qui sommes présents, nous avons un rôle à jouer. Parce que nous sommes 520. Mais est-ce que le président de la République nous connaît tous? Est-ce que le ministre lui-même nous connaît tous? Parce qu'il faut aussi se poser ces questions-là. Le ministère de la Justice, en son sein, il y a des directions. Ces directions-là sont dirigées par des magistrats. Il faut que l'on soit clair aussi dans le propos. La Constitution, c'est elle qui donne cette primauté au président. Elle en a fait
le président du Conseil supérieur de la magistrature. Vous m'avez parlé d'acteurs de justice comme les avocats. D'après ce que j'ai compris, qui peuvent siéger au niveau du Conseil. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va se comprendre tous les deux. Monsieur, je n'ai pas retenu le nom. Monsieur K, de plaideur, un avocat peut passer à décideur de ma carrière. Parce que quand l'avocat il plaide, il est intéressé par le débat judiciaire. Si le lendemain il vient pour gérer ma carrière, vous voyez ce que ça fait. Non, mais en fait, la présence n'est pas nécessaire. Comme j'ai compris, j'ai lu également qu'on aurait besoin d'universitaires ou d'avocats pour venir compléter la composition. Je dis cela n'est pas possible. La magistrature doit elle-même définir ses règles. Nous sommes un corps différent. Nous sommes un pouvoir de par la Constitution, mais n'oubliez pas que la magistrature aussi est un corps de l'État. Nous avons nos spécificités. Nous prenons la responsabilité de juger nos concitoyens, alors nous devons également pouvoir assumer la gestion de notre carrière. Les universitaires ont un statut, nous en avons. Je crois quand même qu'à un moment donné, il nous faut redéfinir les critères d'avancement chez nous. Ce n'est pas lié à la ça, c'est un sentiment que peut-être on a tâté le pouls de plusieurs collègues. Savoir si effectivement il était nécessaire de faire venir d'autres corps pour étoffer peut-être la composition du Conseil supérieur, mais les réponses que nous avons reçues ne nous permettent pas d'avancer sur ce terrain-là pour le moment. Parce que nous venons d'arriver, il faut aussi convoquer une assemblée générale, discuter de ces problèmes. Mais je crois que la magistrature n'a pas besoin d'assistance aussi pour gérer sa carrière. Ce qu'il nous faut, c'est assumer notre statut. Il faut l'assumer, c'est-à-dire que quelle que soit la forme d'ingérence et son origine, le juge doit assumer. Il doit se limiter à respecter la loi. C'est ça la réalité. Pour l'affaire Ngor Diop, Ngor Diop, je crois que sa procédure est toujours pendante devant la Cour suprême. Et comme on l'a dit en préliminaire, quand une procédure est en cours, l'UMS ne peut pas émettre d'avis. Attendons que la Cour suprême épuise sa saisine. Après, on avisera. Pour l'état des tribunaux, alors, vous savez, vous parlez de Fatick, d'autres localités, mais parlez déjà de votre Cour suprême. Est-ce que le Sénégal a conçu une Cour suprême? Mais le lieu qui abrite la Cour suprême, c'était l'ancien musée dynamique. C'était un ancien bâtiment du ministère de la Culture, il ne faut pas l'oublier. Donc le Sénégal est en retard dans la construction des infrastructures. Nous sommes en retard. Il n'y a même pas de Cour suprême construite au Sénégal. C'est un ancien musée dynamique qui abrite la Cour suprême. Le Conseil constitutionnel, il est logé où? Vous voyez, donc c'est un problème global qu'on a posé d'ailleurs, qu'on a déjà posé. N'oubliez pas qu'on a été reçu par le chef de l'État, on a déjà posé ce genre de problème. C'est déjà fait. Et des réponses nous ont été données. Nous attendons leur exécution. Mais de façon globale, tous ces problèmes ont été posés. Enfin une femme. Oui.
Bien, merci madame. Alors, par rapport au coude, vous avez parlé du coude du président, je crois. Bon, alors, je crois que ça, c'est avant notre saisine. Je crois que c'est bien ça. Il faut quand même clarifier la chose. Hein? Parce que pour des procédures judiciaires en cours, il n'y a jamais eu de coude. D'accord? Ça, c'est peut-être avant la saisine de la justice. Je ne veux pas trop commenter là-dessus. Bon, l'autre problème, vous parlez de l'affaire de Faubier, je crois. Vous avez dit qu'une femme a écopé d'une peine avec sursis, je crois. Oui, mais comment un citoyen qui se sent lésé pour activer la justice? Je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez 3 possibilités. Vous savez, dans la procédure pénale, c'est très simple. Vous déposez plainte devant le procureur. Vous n'êtes pas satisfait. La loi vous donne 2 autres possibilités. Plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ou citation directe devant le tribunal. Ça, c'est la loi qu'il prévoit. Alors, dans la communication de certains mêmes acteurs, je crois qu'on ne le dit pas à la population, que ce n'est pas uniquement le procureur qui peut mettre en mouvement l'action publique. La victime également peut le faire et la loi l'a prévu. Parce que dans la communication, si on veut d'une communication constructive, il faut dire ce que prévoit la loi. Le procureur a le droit de ne pas poursuivre. La loi lui donne cette possibilité. Opportunité des poursuites, c'est vrai, il y a une limite, mais s'il ne réagit pas, si vous estimez avoir été victime d'une infraction, utilisez les 2 autres voies. Et ça viendra devant le tribunal et le tribunal jugera. Ou le juge se chargera de faire son travail. Parce que le juge d'instruction, c'est l'enquêteur. Après son enquête, c'est le tribunal qui doit juger. Vous ne verrez dans aucune décision d'un juge d'instruction le terme culpabilité. Ça n'existe pas. Un juge d'instruction ne parle ni de culpabilité, ni d'innocence. Ça, c'est le tribunal qui le fait, ce n'est pas lui. Donc, chacun joue son rôle dans la procédure pénale. Saisissez le juge d'instruction. Si vous êtes sûr de votre droit, si vous avez les éléments nécessaires pour asseoir votre accusation, utilisez les 2 autres voies. Étant entendu, maintenant, que la loi elle-même sanctionne et l'abus de constitution de partie civile et l'abus de citation. Donc, soyez sûr de votre fait avant d'initier ces procédures. Bonjour. Comme salam. J'aimerais vous interpeller, Président, sur un point. Quels sont vos rapports avec l'exécutif, plus précisément le ministre de tutelle Malick Sall? L'avez-vous rencontré avant cette rencontre? Avez-vous reçu ces félicitations après les élections à la tête du gouvernement? Est-ce que aussi vous avez rencontré le chef de l'État? Qu'est-ce que vous avez dit? Bon, je crois que tout le monde nous a félicité, sauf vous. Bien. D'accord, c'est vrai qu'on a rencontré, comme on l'a dit en préliminaire, on a rencontré le garde des Sceaux et le président de la République. Cela, ça a été médiatisé, je crois. On a rencontré également tous les chefs de cour avant cela, parce qu'on a commencé par nous avons rencontré tous les chefs de cour, ceci dans le but de rassembler tout le monde. En Wolof. Bon, en fait, avant de répondre, il y a un cocktail qui est prévu tout juste après. Vous allez nous suivre, on va vous montrer, parce que le palais là, il est un peu compliqué. Sinon, vous allez vous perdre là-dedans. Je crois que c'est derrière. C'est derrière, on va vous guider. Alors, par rapport au président Téliko, sur l'affectation, bon, le mot si je veux dire, c'est vrai, affecté nañu ko, mais moom, puisque bi ñu koy affecté ma nga toog moom fekkee na ko parce que dafa am si foofu kuréel boobu ñoo xam ne moom moo leen di toogal foofu te lam fa war a wax na ko mais bi ñu paree ñun ñëwul saisir bureau UMS pour wax leen lii wala lii moo tax bureau bi aussi xam nga booy jóg di dem ne yaa ngi dem si kilifa ne lii nga war a waxtaanee moom dafay fekk nga am foo ko teg te fi ñu ko teg mooy ki nga xam ne moom nee nañ loolu moom moo ko dal
su ñëwoon si ñun nañu lii at lii la bu ñu dem si kilifa ga dañu xam ni ñu waxtaan ak moom mais moom ba nii ñëwagul si bureau UMS loolu moo tax aussi mënuñu ko woon a poser fenn voilà. te grade bi mu nekk woon ba tey moom la nekkee lenn rek moo si soppeeku mooy fa muy liggéeyee Thiès nga jóge dem Tambacounda mais xam nga ñun aussi du suñu wàll ñu ñëw taxaw di waxi Tamba naan Tamba mel ni ku fa dem rek dafa am lu ñu la daan parce que dafay mel ni waa Tamba bokkuñu si dëkk bi te loolu aussi man mënuma koo wax parce que waa Tamba bu ñu ma déggee ma wax loolu dinañ ma fekk si parce que ñaar fukki at a ngi nii si ginnaaw maa nga foon fa laa doon liggéeyee maa doon président tribunal ba bokk donc mënuma wax loolu man voilà. Merci, nous vous remercions encore.